Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre, on sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce Il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour à tous et bienvenue dans l'Éclipse. C'est le retour du fils prodige, aka moi-même, Vincent. Et je suis aujourd'hui uniquement en compagnie d'un comparse, c'est-à-dire Jordan. Comment ça va, Jordan? Ça va très bien, je te remercie. Et je suis très content de refaire un épisode avec toi. Ça commence à faire un petit moment. Je crois que le dernier, c'était sur Eddington cet été. Enfin, l'été dernier, donc ça date un peu. Ouais, c'est ça, un retour par trimestre. Je pense que c'est largement suffisant. Il faut savoir donner de la qualité à petites gouttes. Pas non plus que ça déborde trop. Et en plus, je suis de retour pour parler non pas d'un petit film médiocre qui arrivera quelques semaines, c'est-à-dire Avatar, mais pour parler du meilleur film de cette année, c'est-à-dire Le Chant des Forêts. C'est quoi ton meilleur souvenir? C'est comme j'ai vu pour la première fois le grand tétra. Ça a été un grand moment, ouais. Cet oiseau vivait dans les Vosges depuis plus de 10 000 ans. En 50 ans, j'assiste à sa disparition. Et toi, papa, quand est-ce que t'as passé ta première nuit dehors? À ton âge, exactement. Et après ça, j'ai accompagné papy tout le temps. Une vie d'affût. Il nous a sentis. Dirige par là, là. Les arbres aussi écoutent le chant des oiseaux, tu vois. Nouveau long métrage de Vincent Munier, après sa dernière collaboration en 2020 avec Sylvain Tesson pour La Panthère des Neiges. On est encore une fois face à un documentaire introspectif, questionnant évidemment nos rapports entre l'humain et la nature, mais cette fois-ci se rajoute en plus une dimension bien plus personnelle, où Vincent Munier va pouvoir à la fois filmer son père et son fils, et questionner tous ces rapports d'héritage, de transmission, et notamment ce rapport à la nature. Alors je sais pas si tu veux commencer, Jordan, pour un peu parler de ton premier avis. Quelle était ta première sensation quand tu as découvert ce film, ce réalisateur? Je sais pas, ça allait vu La Panthère des Neiges. Alors si, j'avais vu la Panthère des Neiges, pardon, et effectivement, ma première sensation déjà, ça a été la découverte du film. Alors en avant-première, je l'ai pas vu à sa sortie, je l'ai vu du coup 3 jours avant, un dimanche. Il faut savoir que j'avais appris l'existence du film peut-être 2 jours avant que j'apprenne cette avant-première. C'est-à-dire que je ne savais pas du tout que Vincent Munier ressortait un documentaire cette année, en l'occurrence en cette fin d'année, et ça m'a vraiment tout de suite attisé ma curiosité et j'avais très hâte de le voir parce que je tenais La Panthère des Neiges comme un des 3-4 meilleurs films sortis, alors je sais plus, sorti en 2021 je crois, enfin dans ces eaux-là, et c'était vraiment un film que j'avais adoré par son côté assez introspectif et ce que ça racontait de la manière dont on traque les animaux, alors pas de la traque au sens de la chasse, mais de la traque pour les prendre en photo, pour les prendre en vidéo, juste pour pouvoir les observer, ce qu'il appelle d'ailleurs l'affût. Et donc j'avais très très envie de voir le film, même si j'étais effectivement sur le papier un peu circonspect à me dire tiens bon, on passe quand même des sommets tibétains aux forêts des Vosges. Sur le principe, je me suis dit c'est un petit peu moins sexy quand même, ça va peut-être être un peu moins dépaysant, et en fait pas du tout. Je pense que ça l'est tout autant parce que je n'ai jamais vu de documentaire, alors j'en regarde peu, mais je n'ai jamais vu de documentaire filmant des forêts françaises comme il le fait. C'est-à-dire qu'il filme vraiment cette forêt des Vosges perpétuellement dans le brouillard, perpétuellement quand il pleut, quand il neige, c'est-à-dire dans des conditions vraiment très difficiles, et il arrive à donner un côté très mystique à cette forêt et même aux animaux qui la peuplent, et j'ai trouvé ça vraiment je trouvais ça quasiment aussi bien que La Panthère des Neiges. Je trouve que ça a peut-être les mêmes défauts, c'est-à-dire que, alors pas tout à fait les mêmes défauts, mais ça vient de la même chose, c'est-à-dire que dans La Panthère des Neiges, un des défauts que je trouvais, c'était Sylvain Tesson et parfois certains commentaires qui étaient un peu faits de
de philosophie pour les nuls, j'ai envie de dire. C'était pas forcément toujours très intéressant. Et là, au contraire, bon, déjà, on sent qu'il y a plus de sincérité parce que, donc, effectivement, il fait le film avec son père et son fils. Il y a un peu plus de sincérité. Par contre, malheureusement, je trouve que trop souvent, les paroles sont là pour, comment dire, pour montrer quelque chose qu'on avait déjà vu par les images ou que l'on va voir plus tard. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une sorte de didactisme en fait par la parole qui n'est pas dérangeant, hein. C'est pas du tout dérangeant, mais c'est vrai que on se dit bon, du coup, les moments où ils parlent sont peut-être un peu moins utiles que quand simplement les moments où ils observent et l'émotion que ces trois personnes ont quand ils trouvent un animal, quand ils l'observent, quand ils le voient, quand ils le filment. Et donc effectivement, il y a des discours quand même qui sont intéressants, à la manière surtout. Je pense que l'essentiel de ce qui m'a plu quand les personnages parlent, c'est quand c'est son père qui parle, parce que son père a un vécu que Vincent Munier et de fait son fils n'ont pas, et il raconte des choses qui du coup ont disparu de cette forêt et des moments qu'on ne peut plus avoir. Il raconte par exemple à un moment donné que il n'arrive toujours pas à se faire au bruit des avions qui passent au-dessus de la forêt. Lui, quand il était jeune, il n'y avait pas de bruit d'avion comme ça en permanence, et donc ça, c'est pas le même bruit dans la forêt, c'est pas les mêmes sons. Les animaux de fait ne réagissent pas pareil. Enfin voilà, il y a beaucoup de petites choses comme ça qui sont sympas. Après, c'est pour le dire franchement assez vite, je vais te laisser la parole, puis je pense qu'on va déployer doucement ce qu'on a d'autre à dire sur le film, et ça m'a vraiment beaucoup plu, et je ne vais pas dire que c'est le film de l'année pour moi, mais je pense que ça va se hisser assez facilement dans un top 10, et honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça me touche autant que La Panthère des Neiges, en fait. Et effectivement, j'en suis sorti vraiment dépaysé, ce qui déjà est un sentiment que j'aime bien avoir quand je regarde un film en général, et d'autant plus quand je regarde un documentaire. Et je trouvais ça vraiment très beau et très poétique. Alors, moi, d'un point de vue personnel, il rentre très facilement dans mon top 10. En même temps, c'est pas compliqué. J'ai vu 7 films de 2025 cette année. Donc, c'était pas une place très difficile à avoir, mais je pense sincèrement que c'était le film qui m'a le plus touché. C'était vraiment une découverte. Une semi-découverte, parce que moi aussi, j'avais vu La Panthère des Neiges quand c'était sorti. J'avais énormément apprécié, alors que j'ai jamais lu Sylvain Tesson. Mais je trouvais justement que la collaboration entre les deux pour le film était assez bienvenue. Il y avait la qualité de l'image, du photographe animalier, et en même temps toute la prose de Sylvain Tesson, que moi j'apprécie plutôt bien dans le film. Et justement là je me suis dit, ça va être que un documentaire fait par lui, bon ça sera aussi joli, mais est-ce que ça sera aussi intéressant, est-ce qu'il y aura aussi ce rapport un peu poétique aux choses? Et je l'ai même trouvé largement supérieur que La Panthère des Neiges personnellement. Parce que, bon, aussi d'un point de vue visuel, là, sans surprise, évidemment, Vincent Munier, c'est un très grand photographe animalier. Donc, évidemment, le film est bon en crevé. Que ce soit tout le travail sur la lumière, surtout, moi, j'ai vraiment été ébloui par ça. Même aussi les jeux sur la focale qu'il peut avoir, où justement, les différentes branches, la forêt en ensemble, la lueur du soleil, qui va être un peu flou, qui est justement amené par ce focus-là. Il va des coups créer des espèces de formes qui vont englober, un peu cacher les animaux. Ça m'a vraiment ému, cette beauté visuelle. En revanche, le deuxième élément qui, à mon sens, et qui fait un peu écho surtout au nom du film, c'est tout le travail du son qui a été fait. Là vraiment, moi j'ai été surtout ébloui par ça. J'avais pas souvenir de ça durant La Panthère des Neiges. Plutôt souvenir de dialogue, de voix off. Par contre, j'ai pas souvenir vraiment d'un travail du son aussi extraordinaire. Les chocs entre les bois des cerfs, les sons des oiseaux, même juste le son des arbres, ou du vent, ou de l'ensemble de la nature, c'est vraiment quelque chose qui participe à cette espèce de projection qu'on peut avoir de notre jeu de cinéma vers le film. Maintenant, pour du coup amener sur, à mon sens, le thème qui m'a le plus touché, c'est évidemment, étant donné que c'est un film qui est beaucoup plus personnel, il y a de fait une espèce de rapport un peu plus... Je trouve que l'émotion passe beaucoup mieux qu'avec La Panthère des Neiges. Le fait d'avoir le grand-père qui, justement, est l'espèce de voix un peu plus continuelle, parce que c'est lui qui va raconter ses histoires, ses anecdotes. Vincent Meunier qui est beaucoup plus en retrait, du coup, et qui a beaucoup laissé parler son fils aussi, pour un peu, laisser une forme de transmission qui passe du grand-père vers le fils. Et pour moi, c'est justement cette espèce de thème de la transmission qui m'a le plus... touché, tout simplement. Ça m'a beaucoup fait penser à Ernst Jünger, dans le sens où
c'est pas juste qu'ils transmettent voilà des conseils, des connaissances sur les oiseaux, sur la nature, comment est-ce qu'on peut les traquer, comment est-ce qu'on peut les voir. Non, pas du tout. C'est une transmission d'un être au monde, d'une vision du monde. C'est bien plus que simplement dire ah voilà, on contemple la nature. C'est plus que on appartient à la nature. On fait partie de cet ensemble. On se réinscrit, on se réenracine à l'intérieur. Et du coup, ça fait que les séquences les plus belles, mais on va dire qui parlent à mes tripes, quoi, plus que simplement qui parlent à mes yeux, c'est par exemple la scène où le grand-père va plonger sa main dans un arbre mort et va faire toute une diatribe pour raconter voilà le sol que l'on foule, c'est au fait les ancêtres de tous les animaux que l'on voit, et du coup ça nous réenracine sur cette espèce d'ensemble. Et juste après ça, il y a un plan sur sa main. Sa main, du coup, vieillie par l'âge, vieillie par le temps, avec où ses veines ressortent, et du coup ses veines sont comme des racines d'un arbre. Et du coup, là, tout ce qu'il a expliqué sur sa vision du monde, son rapport à la nature, pourquoi aussi, à quel point est-ce qu'il aime la nature. Et finalement, c'est ça qu'il a transmis à son fils, qui fait qu'on a le film, et c'est ça aussi qu'il transmet de plus en plus à son petit-fils. Et ouais, du coup, c'est cette espèce de recours à la forêt, le fait d'y retourner, de se ressourcer, et d'être du coup bien plus plein dedans que par la modernité ou par voilà le fait de retourner par une espèce à la technologie vers je sais pas, une forme un peu plus propre de soi. En fait, du coup, on se retrouve bien plus quand on est dans la nature que si jamais on va dans l'urbanité. Donc ça m'a beaucoup touché. Et évidemment aussi les moments un peu plus amusants où voilà, t'as le fils qui est un peu plus sur son téléphone portable et donc forcément Vincent Munier va un peu plus filmer ça. Donc il y a le côté un peu boomerisant là-dessus, mais ça reste quand même assez amusant aussi de voir que malgré les différences de génération, ils ont réussi à transmettre ce rapport des choses à l'ensemble dans lequel ils traversent. Alors, je dirais pas que c'est une vision boomerisante, parce que, après tout, ils le filment quand même avec une certaine tendresse, tu vois. Après, oui, évidemment, je pense que les boomers, ils vont être là, au lieu de regarder, il est sur son téléphone. Après, oui, bien sûr. quand tu fais de l'affût, factuellement, il y a beaucoup de moments où il se passe rien, tu vois. Donc, soit tu fais comme Vincent Munier et son père et tu regardes quand même ce qui se passe au cas où il y a quelque chose qui apparaît, soit tu fais comme son fils, tu t'occupes en faisant autre chose, tout simplement. et après, bon voilà, après chacun juge, mais je pense pas que le réalisateur juge son fils comme ça. Je pense qu'il le filme juste, comme tu l'as dit, pour montrer aussi la différence de mentalité, en fait, entre son père et son fils, la différence entre les générations. Et pour le coup, je pense qu'on est sur quelque chose d'assez juste. Il y a pas de... Je pense pas que ce soit si choquant que ça. Moi, je voulais juste revenir sur une séquence, puisque tu parlais du son, qui est assez intéressante. C'est la séquence, en fait, où justement le grand-père montre à son petit-fils comment capter le son dans la forêt, avec ce micro et oui, tout à fait, oui. je sais plus comment s'appelle le dispositif autour du micro, en fait, qui permet du coup de capter le son des animaux en visant bien. Et toi, en tant que spectateur, tu as, même en tant qu'auditeur, j'ai envie de dire, à ce moment-là, tu as ce son un peu particulier du micro qui bouge, des choses du coup que t'es pas censé entendre, des espèces de bruits parasites. Normalement, dans un montage, dans un mixage, tu retires tous ces moments-là et tu vas garder que les sons ambiants pour garder un truc. Mais là, non, on va te montrer aussi comment on tâtonne et comment on se déplace et comment on arrive à capter ces sons-là. Et je trouve que c'est intéressant de montrer ce côté transmission, en fait, aussi des choses du grand-père vers son petit-fils. Et moi, il y a beaucoup de scènes, celle que tu as parlé avec le bois mort, effectivement, elle est assez touchante. Et en plus, il me semble qu'il explique aussi qu'un arbre mort, c'est pas un arbre qui ne sert à rien, c'est un arbre qui du coup devient un logis, en fait, pour des animaux. Il y a des animaux qui en font leur maison, j'ai envie de dire, hein. Et donc ils se mettent à y vivre. Et c'est aussi, du coup, les arbres morts, ils sont presque aussi importants que les arbres en vie, quoi. C'est que les animaux ont décidé d'en prendre possession, en quelque sorte. Et il y a toujours ce côté un peu touchant. Moi, je trouve que le lien le plus évident entre La Panthère des Neiges et celui-ci, et je pense que c'est là où je vais m'arrêter dans la comparaison, c'est dans ce côté, en fait, où je trouve que Vincent Munier, il nous donne vraiment la sensation de voir des choses qu'on ne devrait pas voir. De voir des choses, de voir un peu les coulisses de la nature, de voir des choses que la nature ne nous montre pas si tu n'as pas la patience de rester des heures et des heures à la regarder, en fait. Et c'est vraiment super, ça, de voir des animaux, justement, qui sortent de chez eux, mais un espèce de chez eux vraiment très bien caché, vraiment au milieu de nulle part. De voir, c'est pas le premier,
documentaire a filmé le lynx, mais tu vois, j'aime bien aussi la séquence avec le lynx où il débarque et en fait, il me semble, le lynx c'est presque le seul animal en fait qui les regarde, enfin du moins qui a un peu conscience que il y a quelqu'un à ce moment-là qui est en train de l'observer. Je veux dire, quand il marche en direction de sa proie, il l'observe là où sont Vincent Munier, il observe la caméra, on voit bien que le lynx est méfiant et qu'il sait qu'il y a des gens qui sont en train de le regarder. Les autres animaux, souvent, ils font un peu leur vie, un peu comme ça, surtout les oiseaux, ils font un peu leur vie, ils font un peu leur truc, et puis bon, ils ont pas trop, on n'a pas l'impression qu'ils ont conscience de ce qui les entoure. Alors que lui, oui, il a vraiment conscience de ce qui l'entoure, le lynx. Et d'ailleurs, il est méfiant par rapport à ça. Tu voulais dire un truc ? Oui, tout à fait. Non, je voulais un peu abonder dans ton sens. Dans ce côté où surtout, alors là je parle un peu de souvenirs, mais il me semble qu'au tout début du film, justement, il parle un petit peu sur le fait de qu'est-ce que c'est que finalement traquer et observer ces animaux. Alors pour le grand-père, je sais pas si le grand-père était aussi photographe ou si c'était juste plus un rapport un peu plus ancien, un peu plus voilà fermier, naturel à leur environnement. Mais il y a ce côté où ils disent sortir et venir traquer les animaux, c'est finalement plutôt essayer de voir les traces des animaux, leur ombre. C'est des choses assez fugaces finalement, et du coup ça te réapprend aussi à voir. Parce que voilà, quand tu vas dans la forêt, personnellement, souvent tu te balades, tu vois rien en fait. Tu vois juste des arbres, limite t'entends quelques oiseaux, mais c'est tout. Et là ça te pousse un petit peu à aller un peu plus loin, de traquer, de voir les petites traces, de les suivre. Et justement jusqu'au point où tu vois au loin sur la lisière un ensemble de biches ou un oiseau perché en haut qui fait un son un peu particulier. Mais je pense que ça, on aura le temps d'y revenir parce que ça fera un peu le lien entre les animaux et la transmission avec le grand tétra. Mais ouais, j'abonde tout à fait dans ton sens où, avec la Panthère des Neiges, il y avait quand même un côté un peu plus, j'ai le mot mystique, mais c'est pas le bon terme. Mais voilà, il y a un animal à observer, il est quasiment impossible à voir. Donc voilà, il y a un côté aussi un peu exploration qui s'y assez bien avec aussi Sylvain Tesson. Mais là, c'est beaucoup plus simple, c'est simplement aussi de dire, voilà, écoute un petit peu le son, ça ressemble à quoi attends, on va aller par là, et ils se posent, ils attendent un petit peu. Donc ouais, c'est une espèce aussi de réapprentissage, de réenracinage sur l'ensemble qu'ils ont. Après, la Panthère des Neiges était aussi un petit peu comme ça, hein. Moi, je me rappelle vraiment de moments, notamment parce qu'il traque pas seulement la panthère, en fait. Il traque aussi, en route, pour essayer d'avoir cette panthère. Il y a beaucoup de moments où il filme beaucoup de choses, mais je me rappelle vaguement, à un moment donné, un troupeau de, je sais plus si c'est des yaks ou je sais plus trop quoi, qui traversent, qui courent, et lui, il filme juste les comment on appelle ça, les pattes, quoi, enfin les sabots, je sais pas si on appelle ça des sabots pour un yak, mais il y a plein de moments comme ça, mais la Panthère des Neiges était vraiment, c'était un film sur l'observation mutuelle. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, il se basait énormément sur le fait d'observer et de prendre le temps de voir. Et c'est vrai que le film avait ce côté, lui aussi, La Panthère des Neiges, comme Le Chant des Forêts, avait ce côté très didactique, ce côté très ludique, à te voir un peu détecter dans le plan ce que tu dois voir ou ce que tu peux voir et observer. Ce qui est d'ailleurs représenté parfaitement par la séquence de la photo, où quand Vincent Munier explique qu'un jour il a pris un faucon en photo, il se rend compte qu'en arrière-plan, il y a aussi un bout de la tête de la Panthère des Neiges, et il s'en était pas rendu compte tout de suite, c'est en observant sa photo qu'il s'est rendu compte qu'il y avait cette panthère sur sa photo. Tout est représenté, tout est dit en fait sur la manière dont il décrit cette photo. Et la Panthère des Neiges était là-dessus, mais la différence c'est que il y avait quand même beaucoup plus de moments où eux aussi étaient observés par des animaux. Il y a un plan où une chouette l'observe, où à un moment donné, il y a pareil, un espèce de gros félin qui l'observe, il y a cette panthère qui l'observe, il y a beaucoup de moments comme ça où ils sont vus par la caméra ou par l'appareil photo. Alors que là, pas trop. Dans Le Chant des Forêts, on sent qu'ils sont aussi cachés que les animaux, que les oiseaux essentiellement, parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'oiseaux, mais il y a des séquences qui sont quand même assez folles. Moi, je pense à la séquence des cerfs, justement. Tu parlais de le bruit des bois, etc. Mais la séquence des cerfs, elle est quand même folle parce que, on est presque sur un truc apocalyptique. En fait, ils sont en train de se battre pendant une séquence d'orage et tout, de pluie, il pleut à verse et tout. C'est vraiment magnifique. C'est-à-dire que en dehors effectivement, il y a un côté très poétique. C'est juste déjà rien que visuellement magnifique. Le moment avec la biche justement qui à la lisière de l'eau, comme ça, c'est splendide. Le plan en contre-jour et tout, tu vois juste la silhouette et puis il s'avance doucement, c'est juste magnifique. Puis après, tu vois en plus, il dit « Ah, il y a le petit derrière qui suit » et puis tu le vois qui suit effectivement sa mère. Franchement, il y a des séquences juste qui sont éblouissantes à regarder et c'est ça aussi où
c'est pour ça que je dis que c'est vachement dépaysant, parce que pendant quelques temps, tu observes des animaux, faut voir des choses. Comme tu le dis, toi, t'as pas forcément l'habitude de les voir, ces choses-là. Tu te balades en forêt, généralement, tu vas pas les voir. Les animaux, en France, du moins, sont assez méfiants, les animaux sauvages de l'être humain. Enfin, ils le sont un peu partout, mais pour avoir voyagé dans des pays, t'as des animaux qui sont moins craintifs. Et là, pour le coup, vraiment, ils sont très méfiants. Et c'est quand même rare de voir un animal comme ça, de très près, quand tu te balades en forêt, quoi. Si tu prends pas le temps de t'arrêter, comme eux, et de vraiment attendre longtemps, parce que quand je dis attendre longtemps, c'est des fois ils campent et ils dorment et ils restent là, en fait, ils bougent pas pendant vraiment plusieurs heures, plusieurs jours, quoi. Enfin, plusieurs jours, je ne sais pas, mais ils restent vraiment très longtemps au même endroit, et c'est pas juste, ils s'y mettent à 8h du matin, puis ils partent à 15h, quoi. C'est vraiment, ils restent très longtemps. Et j'adore le côté où, en plus, ils se focalisent pas forcément. Alors, certains pourraient ne pas aimer, justement, un peu ce côté best-of. On va passer de l'explication du grand tétra, un peu sur la construction de la Panthère des Neiges, d'ailleurs. On commence à parler de la panthère, ensuite on va voir plein d'autres animaux, puis on va revenir sur le grand tétra à la fin. Et donc là, ça fait peut-être un peu plus le côté best-of. Tiens, le moment avec les oiseaux. Ah tiens, le moment avec peut-être un peu plus les petits écureuils, les trucs comme ça. Ah, maintenant, ça va être le moment avec les cerfs, celui avec le lynx. Ça va plutôt marcher par moment, mais il va quand même y avoir un tout, un global qui fonctionne très très bien. Et on comprend tout simplement que la forêt, c'est un écosystème, tout simplement. Et je trouve aussi, c'était peut-être un des défauts aussi de la Panthère des Neiges, en tout cas qui me reste en mémoire, peut-être que je me trompe avec le temps, et j'avais un peu peur de ça aussi, c'est que filmer la nature, c'est bien, filmer sa beauté, son côté poétique aussi, mais j'étais un peu dérangé par le fait qu'on ne filme pas sa cruauté, parce que la nature, elle tue d'autres animaux aussi. Enfin, je veux dire, ils se mangent entre eux. Enfin, pas tous, hein, parce qu'évidemment il y a des herbivores, mais les carnivores de fait mangent d'autres animaux, et ça c'est un truc qui était un peu mis de côté de mémoire. Et là, ce que j'aime bien, c'est le côté, non, effectivement, regarde, on va te montrer un cadavre d'animal, c'est le lynx qui l'a tué pour pouvoir manger. Et c'est aussi montrer qu'effectivement, la forêt est un écosystème, et que l'animal que tu as observé avec beauté il y a 10 minutes, malheureusement, peut se retrouver être une proie pour un autre animal que là, tu vas observer avec beauté à son tour. Et je trouve que c'est aussi là, la beauté de la chose, c'est pas de penser que la nature, c'est que des bisounours, c'est des animaux qui sont tous là à vivre en paix. C'est pas tout à fait le cas. Ils vivent en paix, mais à un moment donné, le carnivore, quand il a faim, il en tue un autre. Et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Et voilà, je trouvais que c'est fugace, hein, comme moment, ça dure vraiment très peu de temps, mais je trouve que c'est important à montrer pour le message, en fait, un peu global de cette forêt des Vosges, elle est entre guillemets en vase clos, les animaux vivent en vase clos, et ils forment un écosystème complet de A à Z. C'est presque, je veux dire, l'être humain serait pas là pour les observer, ou serait pas là même d'ailleurs pour les déranger, hein, tout simplement. Je veux dire, ça poserait aucun problème. Et qu'on soit là pour les voir ou pas, et que Vincent Munier nous permette d'être témoins de ce qu'ils font ou pas, ils le font. Et ça va de la plus petite feuille à, on va dire, peut-être le plus grand prédateur qu'il y a dans le film, c'est le lynx. Et je trouve ça bien de brosser à ce point, en fait, la variété, la diversité de ce qu'on peut trouver dans une forêt. Et puis, comme d'habitude, c'est toujours... moi, ce que j'adore dans ce genre de petits trucs, là, pour le coup, c'est des choses qu'on voit pas mal dans les documentaires animaliers en règle générale, c'est de voir des animaux faire des petits trucs comme ça, de voir un écureuil, tu vois, il sort de son petit machin, hop, il regarde, il va courir chercher un truc, puis il revient en arrière. Enfin, c'est toujours des petits moments un peu marrants qui te permettent un peu, justement, de sortir de séquences qui sont très fortes, comme justement celle du cerf, je trouve, de la bataille des cerfs, qui est vraiment une séquence très forte. Il y a des moments plus légers, comme tu as dit, et c'est sympa. Puis j'aime bien aussi, on en a peu parlé, mais toutes ces discussions, en fait, dans leur petit chalet, un peu discussion autour du feu, au calme, entre eux trois, où en plus ils ont une voix, tous les trois, le fils il parle un peu moins, mais du moins Vincent Munier et son père ont des voix très posées, très calmes. Tu sens que c'est vraiment... ils sont très relaxants en fait, comme moment aussi à regarder. Et dans la globalité, je pense que c'est un film très relaxant, très... Enfin, moi, j'étais vachement détendu en sortant. C'est très agréable, en fait, à regarder. Oui, c'est très apaisant. Et en même temps, je pense que c'est la nature des deux qui est un peu obligatoire. Voilà, faut quand même être assez posé pour faire ce genre de métier. Faut pas être un peu, tu vois, faut pas être une pile sur pattes. Faut être assez calme. Mais oui, alors moi, je serais quand même un petit peu moins aussi, pas extrême, mais aller aussi loin sur le côté, voilà, montrer tout de la nature, parce que justement, il y a quand même, moi, le parallèle que je fais, en tout cas, sur des documentaristes qui montrent la nature. Il y a par exemple Microcosme, qui était un film qui montrait plutôt la vie des insectes, mais là sans voix off. Donc il y avait plus le côté, voilà,
le monde est petit, mais un peu vu avec nos yeux à leur échelle. Donc où une pluie devient un moment apocalyptique, etc. Mais moi, le plus gros parallèle que j'ai à faire, surtout sur la vision de la nature, c'est avec Werner Herzog, où lui, Herzog, il a une vision très particulière de la nature. À la fois, il adore ça, et en même temps, il y est appelé. Et en même temps, il trouve que voilà, c'est un lieu sale, un lieu de désolation, un lieu de luxure. Il trouve que c'est ultra violent, la nature, qu'elle est amorale, ce qui est pas totalement faux. Et justement, je trouve que Vincent Munier, il donne plutôt un rapport assez tendre avec la nature, et il nous réinscrit à l'intérieur. Et ça va me permettre d'amener sur le dernier point que je voulais aborder, qui est la préservation de la nature. On pouvait un peu le sentir quand tu avais évoqué ce côté un peu écosystème ensemble, mais le tout début du film où le fils pose la question au grand-père, quel est ton meilleur souvenir? Il a dit, mon meilleur souvenir, c'est quand je suis allé voir le grand tétra dans les Vosges. Et donc là, t'as cette espèce d'animal, qui fait un bruit de con, faut quand même être honnête. J'ai jamais vu un cri aussi ridicule de ma vie. Mais, t'as cette séquence où justement tu vois plus son silhouette, je me dis j'ai cru le voir, j'étais pas sûr. Ensuite on va le revoir un petit peu plus tard, quand t'as le père là qui va se raconter cette anecdote. Et ensuite qu'est-ce qu'il racontait? Il dit le grand tétra, on le voit plus dans les Vosges. Le changement climatique, le fait que la nature change, fait que en fait il est plus présent dans cet écosystème. Il a disparu. Et donc il y a justement cette rupture de transmission qui est faite. Voilà, c'est mon plus beau souvenir, je voulais le montrer à mon petit-fils, mais il est plus présent. Et il dit, mais il est encore présent en Norvège, et c'est là où on va sortir un peu de cet écosystème pour justement un peu pousser aussi ce côté, certes, j'ai transmis une vision du monde, mais j'ai aussi envie de transmettre des souvenirs et un rapport entre les humains qui se fait au sein de la famille. Et donc je trouve que ça, là on a une vision d'ensemble de l'écosystème qui est aussi en train de changer, et bien aussi on a une vision de l'écosystème familial, de rapport entre l'humain et la nature, mais aussi de rapport entre l'humain et l'humain, entre la famille elle-même. Et donc moi je trouve que c'est un film qui, en disant peu, en montrant peu, au fait, est assez profond sur tout ce qui peut être développé à l'intérieur. C'est aussi pour ça que j'ai trouvé que c'était, à mon sens, un des meilleurs films de l'année, parce que c'est vraiment un film qui a une profondeur visuelle, auditive, certes, c'est-à-dire esthétique, mais aussi même un peu réflexive, un peu émotionnelle, assez puissante de ce point de vue-là. Ouais, je suis d'accord. Et puis d'ailleurs, il y a une phrase très belle en fait que dit, je crois que c'est le grand-père qui dit on est dans ce qui s'en va. C'est une phrase qui je trouvais assez belle, c'est-à-dire qu'effectivement, nous en fait, on vit à une période où des choses s'en vont et que peut-être on va être témoin on sera peut-être le dernier témoin d'une quelconque chose sur Terre, sans forcément en plus sans le savoir, sans s'en rendre compte, et puis même peut-être qu'on s'en rendra jamais compte, mais c'est effectivement, c'est aussi il y a tout un pan vraiment très important sur l'extinction d'une espèce, sur le fait que là l'extinction, c'est pas l'extinction d'une espèce, c'est en l'occurrence à un endroit défini, parce qu'on va voir cette espèce là plus tard, mais oui, il y a un côté forcément touchant à se dire que le grand-père lui a été témoin de quelque chose que le petit-fils, dont le petit-fils ne sera peut-être jamais témoin de sa vie. Parce que l'espèce ne vit plus là à cause des changements climatiques. Peut-être que ça reviendra en arrière, peut-être pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, en l'occurrence, pour l'instant, on va dire que c'est pas dans le sens dans lequel ça va. Et pour redire un truc sur ce que tu disais par rapport à replacer la nature un peu en son côté poétique et la remettre un petit peu dans son côté moins cruel que dans un film d'Herzog. Par exemple, il y a un petit détail qui m'a beaucoup fait rire. C'est pendant le générique de fin. C'est-à-dire que pendant le générique de fin, généralement, on met le nom des acteurs, etc. Et lui, il met le nom des espèces qui apparaissent dans le film. Et j'ai trouvé ça génial parce que c'est vraiment super comme truc. C'est vraiment, en fait, là, les acteurs de mon film, c'était ça. Et vous n'avez pas juste vu un oiseau, je dis une bêtise, noir et rouge, vous avez vu telle espèce, vous avez vu tel truc. Et je trouve ça c'est génial. Effectivement, c'est remettre aussi les animaux au centre de son propre film, et il y a un peu ce côté aussi un petit peu justement modeste si on veut, ce côté un peu humble en disant mais mon film il n'existe que parce que les animaux ont permis de le faire, tu vois, c'est pas les animaux, mais pas que les animaux, de souvenir, il y a aussi des arbres ou des plantes qui sont aussi cités dans les crédits. Oui, donc peut-être. C'est même l'ensemble de la nature qui est cité. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Alors je me rappelais pas comme ça pour les plantes, mais oui, peut-être certainement. Et puis effectivement, de toute façon, en l'occurrence, la forêt, je veux dire, ce film n'aurait pas eu lieu si c'était pas une forêt, tout simplement. Donc c'est peut-être bête
à dire, mais il faut le dire quand même. Ça s'appelle Le Chant des forêts, ça se passe dans une forêt. De fait, s'il n'y a pas de plantes, c'est compliqué de faire un film comme ça. Donc, et j'aime bien voilà, le fait que c'est peut-être réalisé par Vincent Munier, mais c'est co-réalisé par cette forêt des Vosges, en fait, tout simplement. Si elle n'était pas là, pardon, évidemment, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas filmer et cette forêt et ce qui la peuple. Et donc, voilà, j'aime bien aussi le fait. Enfin, j'ai trouvé le clin d'œil assez drôle. Et de mémoire, d'ailleurs, dans la salle, parce que moi, j'ai vu le film en avant-première, du coup, je l'ai dit tout à l'heure un petit peu en avance, la salle était bien remplie. Et beaucoup de gens, enfin, j'ai entendu quelques rires, en fait, dans la salle, quand les premiers noms d'animaux ont commencé à apparaître. Les gens, ils ont trouvé vraiment ça drôle, quoi. Et c'est vrai qu'il y a le côté un peu... On termine, en plus, et c'est bien, parce qu'on termine sur une note un peu rigolote, encore une fois, ce que je disais, alors qu'on est quand même sur tout le thème de... ce grand tétras, factuellement, a disparu. Et puis, on reste un peu sur ce côté un peu mélancolique de l'espèce qui a disparu de la forêt des Vosges. Et puis là, on remet, en dernier lieu, ceux qu'on a vus dans cette forêt. Et voilà, ça permet aussi de sortir du film sans trop se dire « Ah merde, putain, qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» Parce que c'est aussi un thème du film, malheureusement, effectivement. Alors, c'est un peu inhérent à ce genre de film, mais on a beaucoup l'espèce humaine... elle fait, mais elle s'en fout, en fait. Elle prend pas en compte les conséquences de ce qu'on fait dans la vie. Bon, après, voilà, c'est effectivement... on va dire que c'est le passage un petit peu obligé de ce genre de documentaire. Et c'est explicitement dit dans le film. Après, c'est pas évoqué avec lourdeur, disons. Ça reste relativement subtil. C'est comme tu l'as dit, il y a beaucoup de petits moments un peu plus légers comme ça, et c'est assez bienvenu. Surtout dans un film qui, globalement, je trouve... va quand même beaucoup jouer avec le mysticisme, avec la poésie. Il y a vraiment une sorte même presque de poésie métaphysique contemporaine. C'est assez dingue la manière dont la forêt, pendant les scènes de brouillard, elle paraît complètement invisibilisée, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que dans le plan, on voit que ce brouillard, en fait, il mange un petit peu cette forêt, et en parallèle, cette forêt qui est toujours peuplée de sons, comme tu l'as dit, hein. Il se passe pas un moment où tu entends rien dans le film. Il y a toujours quelque chose, enfin, sauf si les moments où ils sont dans la cabane quand ils parlent, mais quand ils sont dans la forêt, on entend toujours ces petites choses, et cette forêt qui est, en fait, de fait, c'est une forêt, c'est des arbres, donc c'est con ce que je dis, mais contrairement à La Panthère des Neiges, où là, ils sont dans des montagnes, et quand ils sont filmés, ils sont sur un sol, et donc un sol enneigé, donc ils surplombent le sol. Là, c'est la forêt qui les surplombe eux. C'est-à-dire que d'un coup, il y a un effet de gigantisme par rapport à l'être humain, et on sent que, en fait, cette forêt, c'est un théâtre d'événements, mais un théâtre aussi dans le sens où c'est une scène, et tous ces personnes sont sur la scène de cette forêt, en fait. Et il n'y a absolument rien qui est plus grand que les arbres, que la forêt qui sert de coup de théâtre, et je trouve ça c'est là aussi la grande différence avec La Panthère des Neiges, et c'est là ça permet un changement complet de topographie, en fait. C'est juste tout simplement, c'est pas la même manière de filmer, et on le ressent, je trouve, dans la diversité. C'est-à-dire que la Panthère des Neiges était un film beaucoup plus horizontal, beaucoup plus sur l'horizon, alors que là c'est un film beaucoup plus vertical, avec un horizon qui est quand même beaucoup moins marqué. Il y a beaucoup moins de séquences, on a l'impression de pouvoir voir très loin et de pouvoir observer les animaux de très loin. Là on sent que de fait tout se passe vraiment, ils sont obligés d'avoir les bons spots, parce que si t'as pas le bon spot, t'arriveras pas à voir l'animal, en fait, qui va passer là. Alors que j'ai envie de dire, sur une montagne, si t'as un spot plutôt dégagé, t'es plutôt tranquille, en fait, pour observer un animal. Disons, t'as peut-être un peu plus de marge de manœuvre. Après, dans La Panthère des Neiges, c'était peut-être plus compliqué par rapport aux conditions. Effectivement, il fait très froid, donc tu peux peut-être pas aller n'importe où, puis la montagne, ça reste relativement dangereux. Mais voilà, j'aime bien, moi, Puis en plus, Munier, il a toujours une manière de faire durer ses plans. Comme l'affût, c'est une manière de faire durer pour pouvoir observer, lui, il fait durer tous ses plans pour qu'il y ait toujours, en fait, un animal qui surgisse dans le plan. C'est-à-dire qu'il ne filme pas un animal qui est déjà là. Souvent, il va filmer un plan où il n'y a rien, et d'un coup, l'animal va surgir de quelque part, et donc ça rejoint le côté ludique que je disais tout à l'heure, où en fait, on attend, et on observe un peu les quatre coins du plan, les quatre coins du cadre, pour pouvoir observer, et pour essayer de deviner où va apparaître cet animal. Bon, si on est là sur la période où on nous dit qu'on cherche le lynx, on va pas regarder dans les airs, mais on va regarder à droite, à gauche, on va essayer de voir d'où va surgir ce lynx. Et je trouve que voilà, ça a un côté, il arrive
à retranscrire un tout petit peu à sa manière l'art de l'affût en fait, et donc de toi d'observer avec tes yeux dans une forêt et d'essayer de débusquer l'animal. Toi c'est un peu pareil, même si tu sais que dans un cadre forcément c'est plus limité, mais ça reste encore une fois assez ludique. Et puis de la même manière que la Panthère des Neiges, et puis je vais arrêter là, je disais que j'allais arrêter les comparaisons, mais je trouve qu'il fonctionne quand même beaucoup de la même manière, c'est l'utilisation de la musique qui aide quand même énormément à donner ce côté, encore une fois, il y a un côté mélancolique, mais il y a un côté également très lyrique en fait, tout simplement, et j'aime beaucoup cette musique qui accompagne ces plans qui sont souvent très majestueux et qui vont vraiment, c'est vraiment une ode à la nature tout simplement, et j'ai trouvé ça globalement vraiment très beau, et comme tu l'as dit, c'est la différence en fait majeure avec beaucoup de films beaucoup de documentaires animaliers, beaucoup de films sur les animaux, c'est que là il s'agit pas d'observer un animal, il s'agit peut-être de l'observer pour la dernière fois, et ça donne un côté très mélancolique au film. Je ne retiens de ton intervention que la forêt c'est des arbres. Mais bon, je suppose que ce que tu as dit après, ça doit être super intéressant, mais j'étais obnubilé par cette phrase. Je comprends, mais non, mais en même temps, c'est une révélation. Je pense qu'on se rend pas assez compte, en fait, de la teneur de la révélation que je viens de faire, comme les montagnes, c'est de la roche. Tu vois, c'est vraiment, non, mais il faut le dire, c'est... On peut perdre un peu. Je pense, voilà, je pense que les sujets les plus tabous doivent être abordés dans cette émission. Et c'est bien que tu abordes celui-là en particulier. Merci. Je tenais à mettre l'église au milieu de la forêt. Voilà, merci bien. Et église païenne du coup, mais je veux dire en mot de la fin, je vais juste conclure en évoquant aussi un peu quelques termes que tu as pu utiliser. Je pense que vraiment ce qui caractériserait à mon sens le mieux le film, c'est le côté suspendu dans le temps. Dans le sens où ça a vraiment certains moments qui sont vraiment suspendus quand ils s'arrêtent de parler, ils sont dans la cabane alors que c'est souvent des séquences où ils échangent beaucoup. Là tout le monde arrête de parler, ils essayent un peu d'entendre un oiseau qui chante. T'as des petites séquences assez mignonnes où t'as l'aurore qui commence à poindre le bout de son nez, et t'as une chouette qui sort un petit peu de son trou. T'as des bruits d'arbres qui se font un peu déglinguer par les pivers ou j'ai oublié le terme précis. Bref, ils sont en train un peu de chasser les insectes qui y a à l'intérieur, les termites. Mais finalement, je pense que aussi c'est un peu la conclusion qu'aimerait nous donner le film, c'est le côté mais apprenez aussi à juste suspendre votre temps. Quand vous marchez, évitez de juste penser à tout ce que vous avez en tête, tout ce que vous avez à faire. Suspendez votre temps et observez que, voilà, en fait, on est dans ce qui disparaît. La phrase veut tout dire. On est dans cet univers, on est dans cet espace, on est dans cet environnement, on appartient à cette forêt. Et donc, de fait, si elle disparaît, on disparaît aussi avec. Et donc, prenons le temps un peu de suspendre notre temps pour un peu nous aussi nous recentrer à l'intérieur de celle-ci. Et à mon sens, je pense qu'aussi le terme le plus profond qu'il y a dans le film, et plutôt plus que le thème aussi, c'est le message. Étant donné qu'il y a toute une chose sur l'héritage, sur les parallèles à faire entre la forêt. Le grand-père dans le film, ce sont les racines. Vincent Meunier, c'est le tronc qui garde tout. Et l'enfant, ça va être, je sais pas, le fruit ou je ne sais quelle autre comparaison tu pourrais faire. Mais enfin, c'est la suite qui va prendre le relais. Et je pense qu'il faudrait pas se dire qu'il faudrait arrêter la suite maintenant, il faudrait plutôt la perpétuer pour justement pouvoir continuer à tout ce qu'on a pu observer dans le film, qui puisse être maintenu dans le temps et que nous on puisse le transmettre aux générations futures. Exactement. Est-ce que tu veux faire des suggestions? J'ai vu avec mon père et mon frère, et du coup on a un peu parlé documentaire après ça, en sachant que moi je considère à vie bozoesque au possible, mais que le documentaire c'est le meilleur genre du cinéma. Vraiment, c'est, dans mon sens, là où il y a les meilleurs films qui ont été créés, c'est des documentaires. C'est ce qui est à la fois le plus révélateur, de la profondeur de ce que peut donner le cinéma. Parce que c'est, au fait, tu fais un documentaire, tu peux tout faire avec. Et, moi, je vais vous conseiller un film que j'avais vu en 2020, genre juste avant le confinement. Il faudrait que je revérifie un petit peu le nom précis, mais ça s'appelle Aqua, Odyssée de l'eau, ou un truc dans le genre. Et c'est un film, attention, faut quand même un peu se préparer, c'est un film qui est juste film de l'eau, sans voix off, et avec de la musique classique. Donc, ça a un côté vraiment très contemplatif, même un petit peu abstrait par moment. On va juste être, toute une séquence filmée sous une banquise, avec du coup, cette espèce de bruit quasiment un peu de science-fiction. On a, la glace qui se casse, qui fait des échos dans la mer, c'est une espèce de son un peu métallique assez étrange. Des scènes de cascade, des scènes de pluie torrentielle, des scènes dans la mer, qui sont absolument magnifiques, où finalement,
les espèces de vagues sont uniquement cadrées, et donc du coup on voit pas le ciel, on a que la vague, et donc on a l'impression d'être submergé par l'océan. Et ça, c'est à mon sens, et ceci sans voix off, ça arrive à la fois de te faire sentir toutes les facettes qu'a la nature, dans son côté fascinant, magnifique, angoissant, torrentiel, destructeur, créateur. Et c'est un documentaire que j'ai découvert en 2020 et qui a été très peu vu, mais que je pense mériterait d'être un peu plus découvert par les gens. Eh ben, c'est bon à savoir, je note parce que j'aime bien découvrir ce genre de docu. Alors, moi, je vais vous conseiller un film documentaire, il me semble le seul, de Terrence Malick, qui est Voyage of Time, qui est sorti il y a 9 ans, il me semble qu'il est sorti en 2016, donc presque 10 ans. Et j'avais trouvé ça vraiment très beau. C'est un film qui commence sur un peu les débuts en fait de l'univers avec le Big Bang, machin, les planètes, et puis ça va raconter un petit peu jusqu'à notre époque contemporaine. Et j'avais été assez happé parce que de la même manière, c'est un film qui est très contemplatif. Il y a une voix off. Alors il me semble, de mémoire, il y avait 2 versions. Une un peu plus courte que l'autre. Moi, j'avais vu la version la plus longue avec la voix off de Brad Pitt. Il me semble que c'était celle de Brad Pitt pour la plus longue, et la plus courte, c'est celle de Kate Blanchett. À vérifier, je me rappelle plus trop laquelle est laquelle, mais en tout cas, il y avait 2 versions, une avec Brad Pitt et une avec Kate Blanchett en voix off. Et c'est un film qui, pareil, de la même manière, qui est assez planant, assez hypnotisant, assez contemplatif. Les images sont splendides. J'avais trouvé ça vraiment, vraiment magnifique. Et ça va pas juste se focaliser sur les animaux ou sur la nature, c'est-à-dire que ça va montrer des moments limite qui n'existent pas, hein, parce qu'évidemment Terrence Malick n'a pas filmé le Big Bang, hein, je veux dire, vous vous en doutez bien, il n'a pas filmé les dinosaures, il n'a pas filmé tout ça. Ah non, je t'assure qu'il n'a pas filmé, c'est-à-dire ça fait longtemps qu'il fait des films, mais il n'était pas là en fait. J'avais cru. Non mais c'est ma faute, j'avais cru. Mais c'est important de préciser, c'est un peu comme c'est important de préciser qu'il y a des arbres dans une forêt, là c'est un peu pareil, Terrence Malick n'était pas là pour filmer le Big Bang, hein, effectivement. Et donc en fait c'est pour ça que j'avais un doute sur la notion de documentaire, je sais pas trop si on peut considérer ça comme un documentaire ou un documentaire fiction, enfin docu-fiction, c'est un peu particulier, bref. Mais en tout cas c'est très très beau, il y a des scènes qui sont très belles, et puis ça va vraiment brosser large, on va voir énormément de choses. On voyage dans plein de paysages différents, il se permet même de filmer des villes, il se permet de filmer des gens, enfin voilà, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu à l'époque, que je n'ai jamais revu depuis la séance cinéma parce que ça m'avait tellement ébloui que je me suis dit j'ai pas du tout envie d'altérer ce souvenir avec un revisionnage sur une télé chez moi. Mais voilà, je vous conseille quand même de mes lointains souvenirs, Voyage of Time de Terrence Malick. Et puis voilà, sur cette dernière suggestion, sur ces 2 dernières suggestions, on va vous laisser pour cet épisode. On va vous laisser comme d'habitude sur un petit extrait musical. C'est la chanson We Are Not Alone de Nick Cave que l'on entend à la fin de La Panthère des Neiges. Et on vous laisse. On se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Ça sera maintenant certainement l'année prochaine, parce que nous enregistrons le 27 décembre et nous allons sortir certainement cet épisode le 28. Donc voilà, bonne fête à vous, bonne année. On est peut-être sur le dernier film de l'année, sur un des meilleurs, un petit film de Noël. Et puis Vincent, j'espère qu'on te reverra vite. Ouais, dans 3 mois, je pense que ça sera assez rapide, t'inquiète. Ouais, c'est rapide, 3 mois. Impeccable. On fait comme ça. Et voilà, bonne fête à vous, bonne journée. Salut. We are not alone. Good news for we are not alone. Good news. We are not alone. Good news. We are not alone. Good news. We don't see them.